Eh bien, bonjour à toutes et tous. Je suis Tariq, militant des Coloniales, membre de Parole d'honneur et du QG des Coloniales. Et aujourd'hui, je vais tenter de vous présenter et d'analyser la situation actuelle au Venezuela et plus généralement en Amérique latine depuis l'enlèvement, la séquestration du président Nicolás Maduro le 3 janvier 2026. Alors, au-delà des événements directs, l'enlèvement, l'agression du Venezuela, le viol de sa souveraineté, il s'agit ici de comprendre les causes profondes de ce nouveau chapitre de la sinistre histoire de l'impérialisme états-unien en Amérique latine. En privilégiant à la fois une approche historique et géopolitique, on va tenter d'analyser ce que signifient les événements survenus le 3 janvier dernier en les replaçant dans un contexte beaucoup plus large de basculement politique qui s'opère en Amérique latine et de la volonté affichée par les États-Unis de maintenir coûte que coûte leur position de puissance dominante dans le monde. No es. Yo tengo varios alertas que me llegan, incluso desde algunos espacios que no son realmente aliados, sino gente seria, preocupada, de la operación que está en marcha, diseñada en el Pentágono para señalarme a mí. Eso viene aproximándose. Y es una operación de varios años. Hace varios años me lo dijo alguien. Me dijo, te van a terminar acusando a ti de narcotraficante, a ti, directamente. A ti, Chávez. Il est clair, et on l'a bien vu, que cette attaque a été préparée depuis de nombreux mois. Depuis septembre, de nombreux bateaux qui étaient supposément transporteurs de drogue ont été frappés par les États-Unis en violation totale du droit international, du droit de la mer, etc. Récemment, les États-Unis ont capturé des bateaux pétroliers vénézuéliens, ce qui est un acte clair de piratage. Et puis, donc les menaces étaient là. La question, donc, c'est comment expliquer qu'un tel acte mené par les États-Unis, qu'une telle opération menée par les États-Unis le 3 janvier dernier, que des centaines d'avions états-uniens aient pu survoler tranquillement le ciel vénézuélien et capturer le président et son épouse. Alors, à l'heure actuelle, on ne peut encore être qu'au stade des hypothèses. Parmi les hypothèses véhiculées, il y a l'idée qu'il y aurait une défection finalement au sein de l'appareil d'État et notamment au sein de l'armée qui aurait été prêt à sacrifier Maduro pour maintenir leur position et tenter ensuite de négocier avec les États-Unis. Alors il y a un petit point qu'il faut faire aussi, c'est il y a eu des réactions importantes au Venezuela de la population qui est sortie dans les rues et notamment des soutiens du gouvernement vénézuélien qui ont été très peu montrés, il faut le dire, dans les médias. Mais c'est vrai que si on doit comparer, par exemple, avec le coup d'État du 11 avril 2002 qui avait renversé le président Hugo Chavez, on est dans une configuration radicalement différente. Alors, à la différence de 2002, déjà, il n'y avait pas, on va dire, cette peur et cette incertitude qui pouvaient planer. Les États-Unis n'étaient pas intervenus directement au Venezuela pour chasser Chavez. Et puis, il faut bien le dire que le chavisme populaire de ses origines avait des masses énormes derrière lui. Ce sont à l'époque des populations massives qui avaient déferlé des quartiers populaires de Caracas pour aller soutenir le président Chavez et exiger sa libération, ce qui était advenu 2 jours plus tard, le 13 avril 2002. Donc, on est dans cette situation-là. Et si on revient sur ce coup de force assez spectaculaire de Trump, qui, on le voit bien, dans une forme d'hubris, qui cherche à montrer les muscles, à terroriser, viserait à forcer finalement les nouvelles autorités à négocier. C'est une hypothèse qu'on peut avancer. Trump a au début parlé de diriger le pays, ce qui a créé une stupéfaction, ce qui était une manifestation claire des ambitions impériales et coloniales des États-Unis. Mais dès le lendemain, ça a été moins évoqué, Marco Rubio a dit pas question de reproduire le scénario irakien d'imposer une administration états-unienne, mais plutôt, je le cite, de mettre la pression au gouvernement vénézuélien pour qu'il mette en œuvre des changements politiques. En attendant, a-t-il ajouté, les forces états-uniennes continueront d'interdire l'entrée et la sortie du pétrole du pays tant que le gouvernement n'ouvre pas l'industrie pétrolière contrôlée par l'État aux investisseurs étrangers. Et plus loin, où il montre ses véritables intentions, une énorme pression reste en vigueur jusqu'à ce que nous voyions des changements pour promouvoir l'intérêt des États-Unis qui est premier.
On voit bien que derrière les prétextes de lutte contre la drogue, de combat pour la liberté et la vie des Vénézuéliens, il y a cette ressource stratégique qu'est le pétrole, sur laquelle on reviendra un petit peu plus tard. Et voilà pourquoi donc les forces navales qui sont déployées massivement dans les Caraïbes depuis plusieurs mois resteront pour maintenir le blocus et forcer le gouvernement à plier. Trump l'a d'ailleurs dit à Delcy Rodriguez, qui est donc la vice-présidente qui a été investie comme présidente du Venezuela. Il a dit, si elle ne fait pas bien les choses, elle va le payer très cher, probablement plus que Maduro. Donc la menace de prise de contrôle du pays est à la fois réelle et sert en même temps de tactique pour pousser le Venezuela à céder. D'ailleurs, dans sa conférence de presse, Trump a clairement dit, et c'est passé assez inaperçu, qu'il n'hésiterait pas à lancer une deuxième vague d'attaques plus massive en cas de besoin. Donc, sauf que Trump se retrouve dans une position délicate. À la fois, il souhaite la restauration totale et brutale de la domination impériale des États-Unis en Amérique latine parce qu'elle est essentielle dans son affrontement avec la Chine, on reviendra dessus, ce qui suppose un interventionnisme, ce qui suppose la guerre, et dans le même temps, il se doit, encore plus dans cette année électorale, de satisfaire une partie de son électorat qu'il a élu notamment sur la promesse de la fin des guerres et du recentrage de la politique états-unienne sur les questions nationales. Voilà pourquoi on peut avancer l'hypothèse selon laquelle Trump pourrait parfaitement se satisfaire de négocier et de travailler avec les autorités actuelles du Venezuela. On sait par exemple que et les États-Unis ne sont pas à une contradiction près puisqu'ils ont capturé Maduro, mais parmi les personnes qui étaient recherchées par les États-Unis pour trafic de drogue, on a le ministre de l'Intérieur Diosdado Cabello qui est toujours le ministre de l'Intérieur, on a le ministre de la Défense Vladimir Padrino López qui est toujours en poste. Donc il y a encore une fois cette idée de forcer le gouvernement à capituler et à ouvrir son industrie pétrolière aux investissements étrangers. Cette hypothèse peut d'autant plus se tenir que l'opposition, qu'on disait prête à prendre le pouvoir, en la personne de Madame Machado, prix Nobel de la paix, a essuyé, il faut le dire, un véritable camouflet. Donald Trump a tout simplement dit lors de sa conférence de presse que certes c'est une femme très gentille, mais qu'elle n'a ni le respect ni le soutien du peuple. Donc on verra si les États-Unis compteront à l'avenir sur elle. Alors, dans un moment qu'on perçoit comme un moment de bascule, dans un moment critique, comme on est en train de le vivre, pas seulement depuis le 3 janvier, l'attaque au Venezuela, depuis plusieurs années, mais il faut dire que ça accélère en quelque sorte l'histoire. On essaye évidemment, et c'est tout à fait normal, de se raccrocher, de tenter de comprendre et de se raccrocher à l'histoire et à tenter de voir certaines similitudes historiques, certains parallèles avec des moments d'histoire quand on sait à quel point les États-Unis n'ont jamais cessé finalement d'intervenir, de s'ingérer dans les affaires latino-américaines. Alors, certains ont tenté une comparaison avec la guerre froide qui est plus ou moins pertinente dans le sens où, à l'époque, oui, l'Amérique latine, comme l'Asie d'ailleurs et d'autres, était un terrain d'affrontement des deux grandes puissances, surtout après 1959 et particulièrement 1959, la révolution cubaine, et particulièrement après 1961, lorsque Fidel Castro annonce clairement la nature socialiste de la révolution cubaine. Et pour les États-Unis, il y a une urgence qui est d'éviter coûte que coûte ce qu'ils appelleront la théorie des dominos, avec tout un tas de mécanismes, l'Alliance pour le progrès, et puis surtout les États-Unis qui vont intervenir et s'ingérer de manière plus ou moins directe, que ce soit en intervenant directement ou bien en soutenant des régimes militaires, qu'il faut le dire, terroristes, qui menaient un véritable terrorisme d'État, que ce soit au Brésil, au Chili, les États-Unis qui ont soutenu des forces extrêmement brutales au Nicaragua avec les Contras. Mais en même temps,
la nature de l'affrontement entre les États-Unis et l'URSS, c'était d'un autre ordre. C'était un affrontement fondamentalement idéologique. Bien évidemment que les États-Unis ne voulaient pas perdre pied sur le continent, mais il y avait cet affrontement-là. L'affrontement qui vient, l'antagonisme qui est là aujourd'hui avec la Chine est un antagonisme qui est interne au capitalisme, qui est interne à la compétition entre deux grandes puissances capitalistes qui tentent de s'ériger comme et de devenir la grande puissance du XXIe siècle. Et il s'agit donc pour les États-Unis de réduire l'influence chinoise. On a ensuite comparé la situation actuelle avec le Panama de 1989-90, lorsque les États-Unis sont intervenus pour capturer, là aussi, Manuel Noriega au Panama. Alors, dans le modus operandi, oui, il y a évidemment des similitudes, mais on va dire que la comparaison s'arrête là. Noriega était un agent double, un agent triple. Il avait des relations avec Cuba, même très bonnes relations avec Cuba, très bonnes relations avec les États-Unis, avec la CIA, mais il n'était en rien le produit d'une histoire, d'un héritage révolutionnaire comme pouvait l'être Maduro avec la révolution bolivarienne impulsée par Chavez. Noriega finalement était quelqu'un qui risquait de devenir ingérable, en savait peut-être beaucoup trop et était à la tête du Panama dont le canal est absolument essentiel pour les États-Unis. Si on devait peut-être faire une comparaison, et ça va nous permettre de comprendre la nouvelle doctrine des États-Unis aujourd'hui, cette comparaison peut sans doute être faite avec les années d'entre-deux-guerres, avec les années 1910-1920, où ont lieu toute une série d'interventions directes des États-Unis pour contrôler les richesses, pour contrôler les zones stratégiques ou tout simplement pour écraser des résistances. Cet épisode de l'histoire impérialiste des États-Unis se rapproche de ce que pourrait devenir la politique latino-américaine avec toutes ses différences, dans un contexte évidemment différent, de Washington dans ces prochaines années. Ces années-là ont été marquées notamment par l'occupation d'Haïti entre 1915 et 1934, où ont lieu une imposition de traités qui impose une domination économique, financière, commerciale et militaire quasi totale. Le pays est mis sous dépendance. Des lois martiales sont instaurées. Une répression féroce est dirigée envers toute forme de résistance. Il y a aussi un autre cas, peut-être un peu plus connu, celui du Nicaragua, qui va être, occupé presque sans discontinuer entre 1912 et 1935. C'est un pays hautement stratégique dans la sphère d'influence des États-Unis et qui est encore plus connu de par la résistance héroïque de Augusto César Sandino, qui deviendra un héros national. Mais ces années-là, c'est aussi l'occupation du port de Veracruz en 1914 au Mexique, c'est l'occupation de la République dominicaine entre 1916 et 1924, et c'est aussi à l'époque un soutien massif, plus ou moins massif des États-Unis à tout un tas de dictatures, de régimes qui leur sont alliés, que ce soit le Cuba de Gerardo Machado, que ce soit le Pérou d'Augusto Leguía, et de tout un tas de régimes dociles et inféodés à l'époque aux États-Unis. Et la comparaison des événements actuels avec ces années-là, avec ces années d'entre-deux-guerres, elle paraît d'autant plus importante que dans le document qui est absolument fondamental, le document sur la stratégie de sécurité nationale, il est question, qui a été publié récemment, sur lequel je vais revenir, il est question d'un fameux corollaire Trump à la célèbre doctrine Monroe. Alors, en réalité, Trump ne fait que réactiver, qu'actualiser le sinistre corollaire Roosevelt de 1904, du nom du président Theodore Roosevelt, au pouvoir de 1901 à 1909. Alors, la doctrine Monroe, on en a beaucoup parlé ces derniers temps. C'était une doctrine, disons, défensive dans le sens où elle proclamait elle proclamait la liberté et l'indépendance des États nouvellement, qui avaient nouvellement acquis leur indépendance dans tout l'hémisphère américain. Cette doctrine date de 1823. Le Mexique vient d'acquérir son indépendance en 1821. L'Argentine en 1816. Le Pérou, ce sera en 1824. On est donc dans un moment de bascule historique aussi, où les appétits et où les volontés impériales des Européens n'est pas terminée, où ils souhaitent
de reprendre pied dans les Amériques. Et cette doctrine Monroe, qui est une déclaration unilatérale, il faut bien le dire, du président états-unien, vise à éviter toute forme d'ingérence, toute forme d'interventionnisme des Européens dans ce qui va être considéré avec le temps comme une sphère d'influence et une sphère de domination pour les États-Unis. D'ailleurs, cette doctrine Monroe, finalement, n'a pas les moyens de ses ambitions, puisque à intervalles plus ou moins réguliers, l'Angleterre va à un moment imposer un blocus économique au Venezuela en 1902 pour le forcer à rembourser ses dettes. La France va se lancer dans une expédition désastreuse au Mexique entre 1861 et 1867. Donc, la doctrine est là, les intentions sont là, mais elle n'a pas encore les moyens de ses ambitions. Et donc, Roosevelt... dans son discours du 6 décembre 1904, va dire qu'il s'agit non seulement de s'opposer à toute ingérence dans cet hémisphère occidental que les États-Unis considèrent comme leur chasse gardée, ça fait d'ailleurs écho avec aujourd'hui, mais il affiche ouvertement les ambitions impériales et expansionnistes des États-Unis. Il dit, dès lors, je le cite, dans l'hémisphère occidental, l'adhésion des États-Unis à la doctrine Monroe peut les contraindre, même à contre-cœur, dans des cas flagrants d'actes répréhensibles ou d'impuissance, à exercer un pouvoir de police internationale. Et je le disais, c'est un véritable moment de bascule. 1904, on est 6 ans après le moment une guerre qui va véritablement marquer un basculement, qui va marquer une rupture. C'est lorsque les États-Unis, prenant encore une fois un prétexte fallacieux, entrent en guerre le 16 février 1898 contre l'Espagne pour la chasser de Cuba, pour la chasser de ses dernières colonies américaines. Les États-Unis vont s'ériger en libérateur de Cuba, en libérateur de Porto Rico, en libérateur des Philippines, et va à ce moment-là acter fondamentalement sa mue expansionniste, sa mue impérialiste, et une mue qui ne va jamais cesser de s'étendre de manière plus ou moins directe en Amérique latine, avec tout un tas de mécanismes et d'instruments qui vont viser à faire des Amériques un néoprotectorat, des néocolonies, qui ne seront pas administrées de la même manière que l'Algérie, que l'Indochine ou que d'autres colonies classiques, mais avec tout un tas d'instruments, de traités qui vise à réduire finalement la marge de manœuvre des gouvernements, à en faire finalement des caisses d'enregistrement des politiques imposées par Washington. Il y a le fameux amendement Platt de 1901 qui est un droit d'intervenir dans les affaires intérieures de Cuba pour la préservation de l'indépendance cubaine, pour garantir la protection de la vie, de la propriété, de la liberté. Encore une fois, une rhétorique, des mots qui sont ceux aussi qui ont été utilisés récemment par Trump. Alors, je parlais d'un document qui a été diffusé en fin novembre, début décembre, qui est donc le document sur la stratégie de sécurité nationale. On s'en est beaucoup inquiété en Europe, puisque les États-Unis ont affiché ouvertement leur hostilité envers l'Europe. Mais on a moins parlé, finalement, de ce que les États-Unis cherchent, de ce que les États-Unis ont pour ambition pour l'Amérique latine, alors que ça occupe une place fondamentale dans ce fameux document. Trump le présente lui-même comme une feuille de route destinée à garantir que l'Amérique, les États-Unis, reste la nation la plus grande et la plus prospère de l'histoire de l'humanité, le berceau de la liberté sur Terre. Dans les années à venir, nous continuerons à développer dans toutes les dimensions de notre puissance nationale et nous rendrons l'Amérique plus sûre, plus riche, plus libre, plus grande et plus puissante que jamais. Alors, ce qui est très important dans ce document, c'est qui est presque un document de guerre, il faut le dire, avec une portée géopolitique fondamentale, géoéconomique également, c'est que la Chine n'est jamais citée. La Chine n'est jamais citée dans ce document. On ne fait jamais référence, on parle d'adversaires, on utilise tout un tas d'autres termes pour ne pas citer ouvertement la Chine, qui est celle qui est fondamentalement visée dans ce document. Alors, les États-Unis disent clairement, en visant la Chine sans le dire, ils disent les États-Unis ne peuvent permettre à aucune nation de devenir si dominante qu'elle puisse menacer nos intérêts. Nous travaillerons avec nos alliés et partenaires pour maintenir l'équilibre des pouvoirs au niveau mondial et régional afin d'empêcher l'émergence d'adversaires dominants.
Nous devons rétablir notre accès indépendant et fiable aux biens dont nous avons besoin pour nous défendre et préserver notre mode de vie. Cela nécessitera d'élargir l'accès des États-Unis aux minéraux et matériaux essentiels, tout en luttant contre les pratiques économiques et prédatrices. Alors, les États-Unis théorisent clairement là-dedans leur volonté d'une domination stratégique. Ils parlent par exemple d'une domination énergétique, d'une volonté de rétablissement d'une domination énergétique dans les domaines du pétrole, tiens le Venezuela, du gaz, du charbon et du nucléaire. Et la relocalisation des composantes énergétiques clés nécessaires constitue une priorité stratégique absolue. Il dit plus loin, l'augmentation de nos exportations nettes d'énergie permettra également d'approfondir nos relations avec nos alliés tout en réduisant l'influence de nos adversaires. Et donc, c'est là qu'on voit à quel point le contrôle du pétrole vénézuélien peut être très important, puisqu'il va permettre de peser sur la Chine. Il faut savoir que le Venezuela était depuis plusieurs années sous le coup d'un embargo états-unien, et la seule manière qu'avait le Venezuela de vendre son pétrole, c'était à la Chine, à un coût moins important que ceux du marché, et c'était, on va dire, une certaine aubaine pour la Chine. Et donc, en s'appropriant, en contrôlant le pétrole vénézuélien, il y a véritablement cette volonté de peser sur les adversaires et sur quelque chose qui est absolument fondamental pour la Chine, pour son développement, c'est l'énergie, c'est le pétrole, et c'est tout un tas d'énergie. Et j'insiste là-dessus, il est absolument important de faire un lien avec... on ne peut pas isoler la volonté de restauration de la domination états-unienne en Amérique latine sans la lier aussi avec l'écrasement, il faut bien le dire, de l'Europe par les États-Unis. La domination, il y a vraiment cette volonté d'une domination totale de l'hémisphère occidental, Europe compris. Et on l'a bien vu lorsque Madame von der Leyen s'est couchée face à Trump en juillet dernier en allant dans son club de golf en Écosse, où elle a promis à Trump d'importer pour 750 milliards de dollars d'énergie sur 3 ans, du matériel militaire états-unien, des puces d'intelligence artificielle. Donc il y a, dans la perspective d'une compétition acharnée, féroce, vis-à-vis de la Chine, l'objectif des États-Unis, c'est véritablement de maintenir sous sa botte une partie du monde qui lui est absolument stratégique, à savoir l'hémisphère occidental au sens large, l'Europe et les États-Unis. Ça a été fait et c'est fait depuis plusieurs années en Europe, encore plus évidemment depuis la guerre en Ukraine, où les États-Unis ont forcé les Européens à se rendre dépendants de leur énergie, ont forcé les Européens à couper tout lien avec la Russie, ce qui a eu des conséquences désastreuse pour tout un tas d'économies, et en premier lieu pour l'économie allemande, qui était une économie très importante. Donc là réside l'enjeu véritable dans cette domination énergétique. Et il faut le voir aussi, cette volonté aussi d'influer sur la Chine dans les sanctions qui ont été imposées il y a quelques semaines par l'administration états-unienne à 2 compagnies pétrolières russes qui exportent aussi son pétrole vers la Chine. Donc, et puis, surtout, Trump et son ministre de la Défense, Pete Hegseth, ont justifié cette volonté de s'accaparer le pétrole vénézuélien en affirmant tout simplement que les États-Unis venaient chercher l'argent qu'on leur avait volé. Alors, sous-entendu, l'argent du pétrole qui a été nationalisé par Chavez, notamment en 2007. Mais en fait, c'est une menace à peine voilée envers tout pays, toute nation qui aujourd'hui s'en prendrait de près ou de loin aux industries états-uniennes, aux multinationales états-uniennes, qui voudraient nationaliser des pans stratégiques, qui voudraient nationaliser, je pense au lithium, je pense au gaz, au pétrole, etc. Il y a cette menace de Trump de dire qu'il n'acceptera pas, que les États-Unis n'accepteront pas la souveraineté d'un pays sur ses ressources stratégiques, sur ses ressources naturelles. Alors, je disais que Trump va... Et dans ce document, il y a une importance fondamentale à l'hémisphère occidental. Et encore une fois, ils le disent clairement, après des années de négligence, je les cite, les États-Unis réaffirmeront et appliqueront la doctrine Monroe afin de restaurer la prééminence américaine dans l'hémisphère occidental et protéger notre territoire et notre accès à des zones géographiques clés dans toute la région. Nous empêcherons les concurrents non hémisphériques, la Chine, de positionner des forces ou d'autres capacités menaçantes, ou de posséder ou contrôler des actifs stratégiquement vitaux dans notre hémisphère. Et là, il y a 2 objectifs
clés de l'administration états-unienne. Le premier, c'est de recruter. Et ils disent clairement, la politique américaine de recrutement devrait se concentrer sur les champions régionaux, capables de contribuer à créer une stabilité acceptable dans la région, même au-delà de leurs frontières. Ces nations nous aideraient notamment à mettre fin à la migration illégale et déstabilisatrice, à neutraliser les cartels, à délocaliser la production et à développer les économies privées locales. Et là, ce que Trump dit ouvertement, c'est que les États-Unis ont besoin de dirigeants à leur botte. Les États-Unis ont besoin de régimes qui leur est totalement favorables idéologiquement, ou alors qui soient assez dociles pour que les États-Unis n'envisagent pas de les envahir, n'envisagent pas de les sanctionner. Et il faut dire que dans la reconfiguration actuelle de l'Amérique latine, les États-Unis peuvent compter sur tout un tas de dirigeants qui sont au garde à vous face aux États-Unis. L'un d'entre eux, et peut-être le plus important stratégiquement actuellement, c'est le président équatorien Daniel Noboa, dont l'élection est contestée encore aujourd'hui, et qui a reçu notamment en 2025 la visite du secrétaire d'État Marco Rubio, qui a promis 20 millions de dollars pour la coopération sécuritaire, et Daniel Noboa pour lui renvoyer l'ascenseur. Et dans ce réflexe de servilité, de docilité de certains dirigeants latino-américains, il a évoqué le possible retour de l'armée et de bases états-uniennes en Équateur. Ce qui marquerait un retour extrêmement grave dans l'histoire de l'Équateur, puisque la Constitution de 2008 et l'article 5 interdit l'établissement de bases militaires étrangères, quelles qu'elles soient, interdit l'établissement de bases de sécurité avec des forces armées étrangères. Donc ce serait un retour en arrière et une violation finalement de l'indépendance et de la souveraineté de l'Équateur. D'ailleurs, le peuple équatorien a rejeté massivement un référendum qui visait à modifier ce fameux article 5 pour permettre aux États-Unis de reprendre pied en Équateur. Le peuple équatorien a voté à 60% contre la modification de cet article 5. Mais ceci n'empêche toutefois pas le déploiement de l'armée états-unienne dans la zone stratégique des Galapagos, qui est une zone très importante. On assiste à des survols d'avions quotidiens et à un redéploiement, non pas dans des bases militaires, mais un redéploiement plus ou moins important de soldats états-uniens dans le pays. Et un autre point c'est ça qui est assez extraordinaire dans ce document, c'est qu'il est d'une clarté, d'une transparence sur les volontés et sur les ambitions impérialistes des États-Unis et en Amérique latine, qui est assez stupéfiante, il faut le dire. Il est dit, par exemple, nous récompenserons et encourageront les gouvernements, les partis politiques et les mouvements de la région qui s'alignent largement sur nos principes et notre stratégie. Alors dans la pratique, ça s'est vu très clairement. Par exemple, en octobre dernier, lorsqu'il y a eu des législatives en Argentine, Trump a clairement menacé le peuple argentin en lui disant soit vous votez bien, autrement dit, vous votez pour Javier Milei, et alors tout se passera bien, mais si vous ne votez pas pour Javier Milei, alors les États-Unis cesseront de fournir de l'aide, cesseront leur investissement, cesseront de verser des financements à l'Argentine, cesseront de soutenir l'Argentine dans les instances internationales type Fonds monétaire international. Bref. Et puis, un épisode plus récent et peut-être encore plus grave au Honduras, où des élections présidentielles ont eu lieu fin novembre dernier. Il faut savoir que le Honduras, comme beaucoup d'autres pays, mais au Honduras, un quart du PIB du Honduras provient des fameux remesas, c'est-à-dire de l'argent envoyé par les familles qui ont émigré notamment et massivement aux États-Unis. Il y a 2 millions d'Honduriens qui vivent aux États-Unis, et au Honduras, il y a 90 000 personnes qui détiennent un compte bancaire qui leur permet de recevoir ces remesas. Ces personnes ont reçu, entre le 27 et le 29 novembre dernier, un message qui les renvoyait vers un lien audio, et qui les prévenait très clairement que si
il votait pour la présidente de gauche et la candidate de gauche, Richie Moncada, eh bien, les États-Unis cesseraient leur financement, cesseraient toute aide, et surtout que ces personnes-là ne recevraient plus leur remessas. Quand on sait la situation économique compliquée, quand on sait à quel point, je le disais, un quart du PIB hondurien provient des remessas, c'est quelque chose de vital, c'est quelque chose d'extrêmement important pour tout un tas de familles qui sans ça ne peuvent pas vivre. Ça, c'est une ingérence extrêmement claire, qui est moins spectaculaire peut-être que celle qu'on a vue au Venezuela, mais qui fait partie des instruments utilisés par les États-Unis pour contraindre les peuples à l'obéissance. Et enfin, dans ce document, dans un aspect stratégique, il est évoqué une présence plus appropriée de la garde côtière et de la marine pour contrôler les voies maritimes et contrôler les principales routes de transit en cas de crise, ainsi que l'établissement et l'élargissement de l'accès à des endroits stratégiquement importants. Là, on peut penser évidemment au fameux canal de Panama, qui est une route stratégique importante pour le commerce international où la Chine a énormément investi, le Panama qui est entré en 2017 a adhéré au programme des infrastructures des nouvelles routes de la soie, eh bien, sous la pression états-unienne, sous la pression notamment de Marco Rubio, le président panaméen a décidé de retirer son pays de ce programme des routes de la soie, qui marque donc une sorte de défaite, en tout cas pour la Chine. J'aimerais qu'on s'arrête sur certaines réactions qui ont eu lieu après l'arrestation, après l'enlèvement et la séquestration du président Maduro, après le viol, il faut bien le dire, de l'intégrité territoriale du Venezuela. On a vu les mêmes finalement se vautrer dans l'abject. On a vu Charlie Hebdo, par exemple, qui a encore une fois publié un dessin abject où l'on voit Jean-Luc Mélenchon dans la même position que Nicolas Maduro, avec pieds et poings liés, les yeux bandés, et Charlie Hebdo qui, sous la couvert de caricature, écrit et demande à Trump de venir aussi chercher Mélenchon. Est-ce que ça nous étonne? Absolument pas. Mais je dis ça parce qu'on aurait sans doute tendance à croire finalement que le Venezuela est loin, que ce qui se passe au Venezuela finalement ne nous concerne pas. Mais cette caricature démontre très bien à quel point si par malheur pour eux, il y avait demain un gouvernement de la gauche radicale, de la France insoumise au pouvoir, ils seraient les premiers à non seulement demander le secours des États-Unis, de la même manière que les médias vénézuéliens pendant longtemps ont demandé, exigé le secours des États-Unis, ils seraient les premiers à applaudir un acte aussi brutal que ce qui a eu lieu contre Maduro, s'il avait lieu contre Mélenchon. Donc, ce n'est absolument pas anodin. Il faut le prendre non pas sous l'angle de la caricature, mais je pense qu'il faut le prendre avec beaucoup de sérieux. C'est-à-dire que en cas d'arrivée au pouvoir d'une gauche radicale, on aurait véritablement des médias qui seraient dans un travail, ils le sont déjà, mais qui seraient véritablement dans un travail d'opposition idéologique et de travail de sape et mènerait, il faut le dire, une véritable guerre au gouvernement. Ça s'est passé dans toute l'Amérique latine. Les médias ont joué un rôle fondamental. Je pense évidemment au coup d'État de 2002 contre Chavez, et à ce fameux documentaire, la révolution ne sera pas télévisée, que je conseille. Mais voilà, ce n'est pas seulement une caricature. Charlie Hebdo ne peut pas se cacher derrière cette caricature. C'est, je pense, leur souhait, leur véritable intention. Si demain, il venait avoir un gouvernement de gauche, de la gauche radicale, de rupture au pouvoir en France. Et puis, on a eu d'autres réactions assez, il faut le dire, pitoyables, notamment de la part de Mediapart, qui
alors au nom de toutes les formes de domination, a fini par mettre tout sur le même plan. L'impérialisme brutal et assassin d'un État coutumier du fait qui a historiquement ensanglanté l'Amérique latine, et le régime autoritaire largement critiquable, largement condamnable de Maduro. Et à vouloir mettre sur le même plan l'impérialisme des États-Unis et l'autoritarisme de Maduro, Mediapart finit par tomber dans un relativisme qui, dans un moment actuel, confine à la faute morale et politique. Nous voilà donc dans une séquence d'une extrême gravité où un État voyou décide de piétiner à la face du monde le droit international et la souveraineté d'un pays et de son peuple, bombarde, tue, humilie. Et pendant ce temps, on nous raconte, dans un article, le tout premier article de Mediapart, on nous raconte l'incertitude à Caracas et la joie des opposants à Maduro. Alors aujourd'hui, plus que jamais, on le sait, les moments de crise, les accélérations de l'histoire sont de formidables révélateurs de vérité. Et hier sur l'Ukraine, aujourd'hui sur le Venezuela, certains Mediapart, en commençant par M. Plenel, se révèlent comme les meilleurs alliés de l'Occident et de son atlantisme. Dans des moments comme celui qui a frappé le Venezuela, on ne peut penser en termes d'équilibre et de nuance. Il faut assumer des priorités. Il faut s'en prendre à ce qui menace réellement, non seulement le Venezuela, mais tous les autres pays de l'Amérique latine, à savoir l'hubris et le désir de domination totale des États-Unis. Dans un moment critique où la première puissance mondiale s'attaque à un pauvre pays du Sud, menace de l'occuper, annonce vouloir le piller de ses ressources, dans un tel moment, s'ériger en arbitre des élégances, mettre tout à égalité, se planquer derrière de la pureté morale et de la vertu politique, fait de vous, il faut le dire, les complices des bourreaux. Alors, est-ce qu'on sera surpris de ce traitement ? Malheureusement, Mediapart n'en est pas à son coup d'essai sur l'Amérique latine. Il faut rappeler qu'en 2019, lorsque des putschistes avaient renversé le président Morales en Bolivie, Mediapart avait accompagné toute la propagande médiatique en reprenant la thèse de l'ignoble organisation des États américains, selon laquelle Morales avait perdu les élections, que son peuple ne voulait plus de lui et qu'il avait démissionné, je cite, sous la pression de la rue. Alors déjà à cette époque, en reprenant l'opinion de l'intellectuel argentin Pablo Stefanoni, Mediapart avait tout simplement refusé de qualifier les événements en Bolivie pour ce qu'ils étaient, un véritable coup d'État. Alors, un deuxième point que j'aimerais évoquer pour rentrer dans cette conclusion, c'est la perception qu'on peut avoir, qu'on a pu avoir de Trump. Alors, on nous l'a souvent présenté comme un homme isolationniste qui s'intéressait exclusivement à la politique nationale. Il faut déjà aussi rappeler que Trump n'est pas seul, que Trump est aussi entouré de personnes. Je pense évidemment au secrétaire d'État Marco Rubio, je pense à son secrétaire à la sécurité nationale Stephen Miller, qui ont une vision, qui sont dans une tradition, disons, néoconservatrice, à la bouche, qui sont dans une tradition d'interventionnisme, d'ingérence, et qui ont sans doute un poids important dans les décisions qui ont pu être prises. Et puis, il est absolument important de dépasser finalement la simple figure de Trump. Trump est le président d'une grande puissance impérialiste. Et en tant que président d'un État qui est historiquement, ontologiquement impérialiste, eh bien, Trump agit comme le chef d'État d'un État impérialiste, tout simplement. Et finalement, la focalisation qu'on fait sur Trump absout le reste, absout les autres. Il est finalement présenté comme quelqu'un d'exceptionnellement brutal, de quelqu'un qui romprait avec une certaine bienveillance des États-Unis en Amérique latine, de quelqu'un qui réactiverait finalement la volonté de domination des États-Unis. Mais Trump a juste un style, a juste des pratiques différentes. Mais il faut rappeler que depuis 20 ans, depuis l'arrivée au pouvoir des gouvernements progressistes en Amérique latine, les coups d'État, les ingérences, les déstabilisations de tout ordre n'ont jamais cessé. Du 11 avril 2002 au Venezuela, de la tentative
de sécessionnisme avec le soutien à l'époque de l'ambassadeur en Bolivie, Philippe Goldberg, d'une sécession d'une partie des régions les plus riches de la Bolivie, la déstabilisation qui a eu lieu en Équateur, le renversement du président Manuel Zelaya avec le soutien des États-Unis en 2009. Bref, ça n'a jamais cessé. C'est juste que là, on est dans une phase où les choses se font de manière beaucoup plus directe, beaucoup plus brutale. Aussi parce qu'on n'est pas dans le même contexte. La Chine ne représente pas la même menace qu'elle pouvait représenter il y a 15 ans. Et puis, disons que la brutalité de Trump, au fond, n'est autre qu'un révélateur. Elle exprime la sauvagerie, la violence à l'état pur, totalement désinhibée de l'impérialisme états-unien. Et ce qui est plutôt bien, on va dire, chez lui, c'est qu'il n'y a pas de fausse morale, d'hypocrisie, comme les démocrates en ont le secret, qui vont faire une guerre pour les droits de l'homme ou pour la démocratie et les libertés. Il s'agit ni plus ni moins, chez Trump, dans son logiciel impérial, d'écraser et de soumettre. Trump est donc un homme pleinement de son temps. Il est l'incarnation à la fois physique, esthétique même et politique d'un empire affaibli, d'un empire contesté qui est prêt à tout pour rester au premier rang, quitte à mettre le feu à toute la planète. Il y a un point aussi sur lequel il est important de revenir et qui peut être une leçon aussi pour nous ici en France, c'est que ce qui s'est passé le 3 janvier au Venezuela démontre une fois de plus, ça peut paraître banal, ça peut paraître évident, mais que l'impérialisme ment. Que l'impérialisme a toujours menti et qu'il mentira toujours. Qu'il trouvera toujours des prétextes pour soumettre. Qu'il trouvera toujours des prétextes pour dominer. Ça a été le cas au Vietnam, ça a été le cas en Irak, ça a été le cas en Afghanistan, ça a été le cas à Cuba, ça a été le cas en Palestine et aujourd'hui au Venezuela. D'où l'importance de rester extrêmement vigilant et en alerte sur ces questions-là. Et enfin, j'aimerais terminer sur le Venezuela en tant que tel, parce que on nous a évidemment, et c'est tout à fait légitime, on est de critiquer, de condamner la trajectoire qu'a pris la révolution bolivarienne sous Nicolás Maduro. Les critiques sont nombreuses. Hein. En France, en Europe, on se focalise, parce qu'on est de leur bord, sur la critique de droite, sur la critique d'extrême droite. On n'hésite pas à soutenir des putschistes, on n'hésite pas à soutenir des aventures comme celle de ce Peter Juan Guaido en 2019, soutenu par Emmanuel Macron, par l'Union européenne et reconnu par également les États-Unis. Mais il faut savoir qu'il y a aussi au Venezuela un chavisme populaire, qu'il y a aussi une opposition de gauche, qu'il y a aussi tout un tas de forces qui sont critiques du devenir, en tout cas de la trajectoire qu'a pu prendre le Venezuela sous Nicolás Maduro. Mais moi, il faut insister sur le fait que le Venezuela n'est pas n'importe qui, ce n'est pas n'importe quel pays. Le Venezuela, si le Venezuela tombe, ce n'est pas rien, ce n'est pas n'importe quel pays, puisque le Venezuela, il faut le rappeler, a ouvert une brèche. Le Venezuela, par la révolte héroïque du Caracazo, qui a eu lieu le 27 février 1789 contre les mesures néolibérales et qui a été réprimée dans le sang, 3000 morts à l'époque, contre la population qui manifestait de manière totalement spontanée, de manière totalement pacifique. Chavez sera une traduction politique de cela, avec son coup d'État civico-militaire le 4 février 92 et par son arrivée au pouvoir en 1998. Mais le Venezuela a été en quelque sorte l'étincelle qui a mis le feu à la plaine néolibérale. C'est véritablement à partir de là que la contestation du néolibéralisme s'est fait massive, s'est fait puissante en Amérique latine, a déferlé dans les années 90, en Bolivie avec les révoltes du gaz, avec les révoltes de l'eau, en Équateur, en Argentine, et qui a ouvert la voie à la séquence qu'on a connue à partir des années 2000 avec l'arrivée au pouvoir de dirigeants progressistes, radicaux, dirions-nous, mais qui a marqué un moment important. C'est pourquoi, au-delà de tout ce qui a pu se passer, il est absolument fondamental
de rester fidèle à l'héritage de ce qu'a constitué dans l'histoire récente la révolution bolivarienne. Rappeler les grandes avancées sociales du chavisme. Rappeler que le chavisme et ce qu'il a impulsé en Amérique latine a redonné une dignité au peuple, a redonné une dignité à un continent qui sortait de presque 40 ans de dictature qui pratiquait le terrorisme d'État, puis de décennies de néolibéralisme qui ont ravagé le continent, qui ont désindustrialisé le continent, qui ont créé des inégalités monstrueuses, qui ont plongé des millions de gens dans la pauvreté. C'est ça la révolution bolivarienne, et c'est ce qu'elle a constitué à la fois pour le Venezuela, pour l'Amérique latine, mais aussi en termes d'inspiration pour les gauches européennes. Il ne faut pas oublier que les gauches européennes ont aussi cherché vers l'Amérique latine une forme d'espérance, une forme, non pas de modèle, mais en tout cas de leçon politique. Et c'est ce que nous devons à l'Amérique latine, c'est aussi d'avoir été la première à ouvrir une brèche dans la domination néolibérale. Le chavisme et la révolution bolivarienne a aussi réactivé ce vieux rêve de Bolivar, d'unité, d'intégration latino-américaine, d'anti-impérialisme. Et c'est de ça dont on a besoin. C'est de ça dont l'Amérique latine a besoin aujourd'hui. Et ce n'est pas parce que de par des politiques et des pratiques employées sous Maduro qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. Quiconque s'intéresse au processus révolutionnaire sait que l'histoire n'est jamais linéaire, qu'elle est faite d'avancées, de reculs, de contradictions, d'erreurs. Mais il est essentiel, et je le répète, de rester toujours fidèle à cet esprit révolutionnaire. Et quoi qu'on dise le Venezuela, quoi qu'on en dise, le Venezuela constituait encore le dernier pôle de résistance en Amérique latine, non pas de par son modèle révolutionnaire, mais du fait qu'il était l'un des derniers à refuser d'obéir, à baisser la tête, à se soumettre aux desiderata de Washington, et puis aussi parce qu'il était un fidèle allié de Pékin. Voilà pourquoi il me paraît important aujourd'hui d'insister sur la bataille de l'information, sur le fait qu'il faut aujourd'hui soutenir sans embâche toutes les formes de résistance populaire à l'impérialisme états-unien, au Venezuela, en Amérique latine et partout ailleurs. On sait, l'Amérique latine a été un sinistre laboratoire du néolibéralisme dans les années 70 et 80, puis d'un socialisme du 21e siècle à partir des années 2000. Ce que le continent deviendra dans les années à venir, dépendra exclusivement ou quasi exclusivement de l'organisation des masses, du renouvellement des forces progressistes et révolutionnaires qui sont présentes, qui sont là, qui sont souterraines, mais qui sont toujours présentes en Amérique latine, de sa capacité aussi à défaire la nouvelle vague réactionnaire, libertarienne, antidémocratique et impérialiste qui menace de déferler sur le continent. Alors oui, aujourd'hui plus que jamais, à bas l'empire états-unien et vive la libération des peuples du Sud.